tous et bienvenue dans Inbox, votre émission où je vous raconte et vous partage mes mille et une vies. Il fait beau, il y a du soleil, je suis tout en joie. J'observe la pâte de mes beignets appelée aussi micaté, prendre, et ça me plaît. Je pense aussi à ces petits moments de pause à 17h, quand j'étais en première année, quand avec mes camarades de classe, on courait faire la queue pour s'en procurer. Alors, dans l'épisode précédent, je parlais de résilience et d'ambition. Je n'étais pas vraiment satisfaite du rendu au départ. J'avais peur de trop me dévoiler et montrer mon côté vulnérable. Mais suite à vos retours, j'en suis satisfaite. C'est tout moi, j'ai été vraie. Et franchement, je lève mon verre à mon parcours et surtout à ma mère. Elle a fait de moi celle que je suis. Alors, j'aimerais être maman. Vous vous en doutez sans doute, c'est l'épisode du jour. J'assume de le dire à haute voix et j'en suis fière. Cette envie est encore plus présente aujourd'hui. Serait-ce à cause de mon âge, 27 ans? La question ne se posait même pas il y a 4, 5, 7 ans. J'avais tellement peur de tomber enceinte et surtout des répercussions qui pouvaient s'en suivre. Qui va s'en occuper? Sûrement pas mes parents. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je vais décevoir mon entourage parce que j'aurais décidé de donner la vie. À l'école, je ne pourrais pas supporter les moqueries et le père dans tout ça. Et s'il n'assumait pas? Peu importe, de toutes les façons, je serais une guerrière. Lol, facile à dire, j'ai vu ma mère faire. Femme forte, femme battante. Elle a tout abandonné pour moi, elle a quitté le domicile familial pour m'assumer seule à 20 ans, je crois. Maintenant que j'y pense, elle était jeune. On a toujours eu 20 ans d'écart. Quand elle avait 38 ans, j'en avais 18. À l'époque, la grossesse me faisait bien plus peur qu'une MST. Et quand j'y pense aujourd'hui, c'est assez choquant, mais un peu révélateur. Cette peur dénote aussi la charge mentale autour de la contraception. Qui s'en charge, l'homme ou la femme? J'aurais aimé faire un sondage pour voir un peu vos réponses, vos choix. Avant un rapport sexuel, on pourrait croire que la contraception est une responsabilité partagée, mais soyons honnêtes, à cette époque, ou peut-être encore maintenant, elle repose d'abord sur l'homme. Est-ce que tu as un préservatif? C'est la question réflexe, c'est la question de base. Mais qui la pose? Le plus souvent, la femme à l'homme. Mais poser la question ne suffit pas. Comme dirait l'un de mes parents, on ne va pas à l'école sans ses fournitures. En posséder soi-même, homme comme femme, c'est le meilleur moyen de veiller sur son corps, sur sa santé. Je le dis, mais vraiment avec du recul. Avant l'acte sexuel, la protection repose uniquement sur l'homme. Il est supposé gérer. Mais après, à chacun son tour chez le coiffeur. Mais après, si jamais il y a un doute, un accident, un moment d'égarement, là, c'est une toute autre histoire. La femme. La jeune femme reprend le flambeau. On devient plus ou moins les seuls à devoir prendre une décision un peu plus lourde de conséquences. La pilule du lendemain, l'avortement ou garder l'enfant. Trois options, trois conséquences, trois fois plus de stress. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il nous revient de faire un choix, souvent dans un contexte bien pourri. Surtout quand tout est parti des fameuses phrases «Mais tu n'as pas confiance en moi? Je ressens moins de plaisir avec un préservatif». Des phrases lancées pour nous faire culpabiliser, douter et baisser la garde, on va dire. Et après ça, après c'est à la femme de gérer. Beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je veux dire, mais ce déséquilibre existe bel et bien. Cette injuste reproductive, elle est trop peu dite. Sur ce plan, tout comme l'homme, je me suis rendu compte au fil du temps que je devrais avoir mon paquet de préservatifs, voire ma marque préférée. C'est juste pour voilà. Et d'un autre côté, en cas de faille, qu'il soit présent, que l'homme, le partenaire, soit présent du début jusqu'à la fin, dans le processus décisionnel ou émotionnel. Et on en vient à se dire qu'il faut ouvrir de vraies discussions sur la contraception et l'avortement quand on se met en couple ou quand on envisage de se mettre en couple. Ce n'est pas juste glisser l'air de rien en je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas prêt. Non, il faut en parler en long et en large. Par le passé, les jours pour les jours sans, quand je brûlais d'inquiétude, je courais à la pharmacie. Il était hors de question de tomber enceinte. Norlevo, la contraception d'urgence, était devenu mon réflexe. Je peux vous dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas les méthodes de contraception régulière.
ou plutôt je ne m'y étais jamais vraiment intéressée. Selon les on-dit, ça rend stérile, ça dérègle tout le corps, je ne pourrai plus avoir d'enfants plus tard. Et là, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut parler du culte de la médiocrité ou de la culture de la médiocrité? C'est-à-dire, ne pas s'informer, c'est un choix. Et souvent, ceux qui parlent le plus n'ont jamais rien tenté. Je sais qu'un rapport sexuel mâle et non protégé peut conduire à une grossesse, mais je ne pratique pas l'abstinence. Et, de surcroît, je rejette l'effort intellectuel de m'informer en plus, parce que je pensais que connaître le préservatif suffisait. Plutôt que de consulter un médecin, un spécialiste, de lire des articles de santé, je me fiais aux rumeurs, aux on-dit. Encore aujourd'hui, c'est un combat perpétuel que je mène auprès de mes petites sœurs. Je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité, je me trompe souvent, je me trompe énormément, mais je leur dis tout le temps, ne prenez jamais mes paroles pour vérité absolue, soyez curieuses en fait. Les adultes aussi se trompent, ils donnent des conseils, la plupart du temps, basés sur leurs propres peurs, leurs limites ou des expériences personnelles qui ne sont peut-être plus valables aujourd'hui. Et moi, à cette époque, je manquais cruellement de curiosité. Je me fiais à tout ce que j'entendais, sans réellement chercher. En plus de la peur, du stress à l'idée de ne pas savoir quand tu es dans ces moments de doute, en plus de la peur, du stress à l'idée de ne pas savoir où tu en es avec ton cycle, tu as une sorte de compte à rebours dans la tête. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un tourbillon de et si ça se passe comme ça, et si, et si, et si. Et très souvent, tu n'as presque personne pour t'aider à y voir clair. Je me souviens qu'un jour, j'avais honte de me procurer la pilule d'urgence, que j'en ai parlé à une amie. Ah, de toutes les façons, j'ai encore honte. Sans oublier les quelques remarques et les questions intrusives des pharmaciennes, comme si les femmes de leur famille étaient toutes des saintes. À force, j'avais tellement honte que j'ai fini par missionner une amie. Sa maman était infirmière à l'époque, alors elle baignait dans la santé, c'était la petite infirmière du groupe. Elle n'avait peur de personne, on va dire ça comme ça, et sur la santé, son avis était bien tranché. On ne chipote pas avec la santé. C'est-à-dire que je lui avais dit que j'avais besoin d'une pilule d'urgence. Nous sommes entrés en pharmacie, elle s'est avancée à la caisse bien droite et elle a demandé la pilule du lendemain comme si de rien n'était. Et là, évidemment, elle a eu droit au serment habituel. Moi, j'étais juste à côté, la tête baissée, à regarder le sol, à gauche, à droite. Mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle avait son tempérament bien trempé. Elle a répliqué calmement mais fermement: Merci. Est-ce que je peux avoir mon médicament, s'il vous plaît? Et je peux vous dire que durant ces moments, le fameux serment qu'on nous fait en caisse va tout droit dans l'oreille d'un sourd. Ce qu'on veut, à l'instant T, c'est juste en finir avec les doutes, la peur, le stress qui nous serre le ventre. Par contre, je veux bien une brochure, une vraie, une brochure qui rappelle les moyens de contraception, les risques auxquels on s'expose sans contraception, une brochure claire, lisible, accessible, avec un numéro d'aide, des explications simples, et non un cours magistral de 10 minutes, 15 minutes, à haute et intelligible voix devant tout le monde. Désolée. Et peut-être une brochure avec un slogan: trop tard pour paniquer, mais pas trop tard pour t'informer. Qui sait, peut-être qu'avec le temps, je ferai cette brochure avec un QR code qui peut-être renverrait vers une émission audio ou vers une association féminine ou une association tout court. Mais pour en revenir à la thématique du jour, je peux vous dire que la jeune femme que j'étais a bien grandi. Et le désir d'être maman a évolué aussi avec le temps. Il est passé de quelque chose d'inconscient à une envie consciente, plus assumée. Avant, rien que les mots enfant, grossesse me faisaient peur. Aujourd'hui, j'en parle presque comme si je parlais du permis, d'un projet, et même durant mes rencarts. Mais mes rencarts, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà. Donc j'en parle, je pose toujours le sujet sur la table. Et les enfants, tu en as? Tu en veux? Quand? Combien?
Pour la petite histoire, oh j'en ai beaucoup des anecdotes. Pour la petite histoire, je me rappelle d'un après-midi à la maison. J'étais assise à la terrasse et là, ma mère, elle raccompagnait une connaissance, je sais pas, une personne, je sais plus qui c'était. Et en me voyant, cette personne a lâché comme ça. Elle a bien grandi, ta fille. Comment je la sens intelligente, il faut la surveiller. Et je peux vous dire, quand il a dit ça, j'avais 15 ans. Cette remarque m'a tellement dérangée. De quoi je me mêle? J'avais certes l'âge d'avoir des rapports, si on peut le dire comme ça, et donc de tomber enceinte, mais je trouve qu'à l'époque, il m'avait collé un regard d'adulte, comme si j'étais déjà censée maîtriser tous les codes de la sexualité ou j'étais susceptible de perdre ma virginité incessamment. Oui, auparavant, j'étais tombée amoureuse de mon voisin cité dans l'épisode 1, écho à l'épisode 1, mais à cette époque, l'idée d'avoir des relations sexuelles ne m'intéressait même pas un peu. La seule chose que je voulais, c'est faire mon école, rentrer à la maison, regarder Disney Channel, voilà quoi, c'est tout. Et là, je me souviens de la réponse un peu sèche de ma maman, qui a répondu, «Elle n'a pas intérêt, elle voit comment je souffre, donc non, elle est consciente». Et en analysant cette phrase aujourd'hui, je me dis qu'elle me parlait à travers ses propres peurs, ses sacrifices, ses blessures, son vécu. Comme je l'ai dit plus haut, on conseille à partir de notre vécu. On a des fois du mal à remettre, à positionner le contexte, à positionner le conseil, désolé, selon le contexte, la situation de la personne qui en a besoin. Même si elle voulait me protéger, mais sans s'en rendre compte, c'est un peu comme me transmettre une charge émotionnelle. Je me sentirais coupable si je tombais enceinte. En gros, c'était ça. Aujourd'hui, la jeune femme de l'époque a bien grandi. Un peu de maturité aussi. Peut-être parce que je sens que peu à peu, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter dans ma vie pro, perso et même spirituelle. On parle d'équilibre. Je me le souhaite en tout cas. Mais je peux dire que oui, j'ai grandi. Je ne sais plus quand est-ce, mais un matin, une matinée, j'ai passé tout mon temps à faire des recherches sur la maternité. Et là, on a cette expression qui revient, l'horloge biologique. Quand on parle d'horloge biologique, on parle du temps intérieur des femmes. Celui qui régit la fertilité, les menstruations, la possibilité ou non d'avoir un enfant. Pour la petite définition que j'ai lue dans Passeport Santé, l'horloge biologique de la fécondité est un concept qui désigne la baisse de la fertilité avec l'âge. Quel est donc l'âge exact pour tomber enceinte? 18-25, déjà dépassé. 26-35, j'y suis. 36-44, 45 ans et plus. Mais je me demande aussi, est-ce que je suis la seule à me poser des questions? D'une part, quand je regarde d'un côté, je vois tout un tas de mamans qui ont eu leurs enfants tôt. Et d'un autre côté, à droite par exemple, j'observe celles de ma tranche d'âge, 26-35, qui viennent d'avoir leur premier enfant, tout petit, entre peut-être 3 mois, 0 mois et 3 ans. Et tout droit, devant moi, il y a les autres, celles qui, comme moi, n'ont pas d'enfants, célibataires ou en couple. Peu importe la situation professionnelle ou financière, je reste juste sur le critère enfant. Et là, pour la petite vanne, je sais que mes petites sœurs, en écoutant cet épisode, me diront ah ouais, tu cherches à avoir un enfant, mais t'as pas de père. Ouais, parce que je suis célibataire. Là aussi, c'est une question qui revient. Un jour, j'étais en appel avec mon grand-père, très vieux jeu, du coup. Il m'a lancé ne finis pas vieille fille, n'attends pas l'homme parfait. Si seulement ce n'était que ça, attendre, espérer l'homme parfait. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où on attend beaucoup de l'autre, que ce soit moi ou inversement le partenaire futur ou je sais pas. Aujourd'hui, la donne a changé apparemment pour ma famille, pour les parents. En fait, quand tu atteins un certain âge, la donne a changé. Ce n'est plus fais bien l'école, c'est maintenant
Alors c'est pour quand le bébé? C'est pour quand le beau-fils? Tu vois? C'est pour quand le beau-frère? Ah! Alors là et derrière tout ça, je me suis encore demandé: «Et si je ne trouvais pas de compagnon? Est-ce que je pourrais assumer seule cette envie d'avoir un enfant? Et comment est-ce que je m'y prendrais? Est-ce que, j'ai le droit de penser à la PMA, la procréation médicalement assistée?» Mais même avec la science, le temps reste un facteur clé. L'âge, les ovocytes vieillissent, les tentatives échouent parfois, les délais médicaux sont longs, le coût. Et puis d'un autre côté, il y a la religion. Que dit ma foi à ce sujet? Opter pour la PMA, c'est manquer de foi ou pas? C'est fou comme aujourd'hui, j'ose aborder ces sujets à haute voix. Je suis une adulte. Presque comme si je commandais un croissant à la boulangerie. Mais ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des poids, des pensées, des tabous. Et j'ai une pensée particulière pour toutes ces femmes qui désirent aussi enfanter et qui ont une pathologie susceptible d'affecter leur cycle. Celles qui vivent avec l'endométriose, par exemple, le SOPK, sans parler du vaginisme, que je connais bien. Le vaginisme, pour rappel, c'est une contraction involontaire et réflexe des muscles du périnée autour du vagin. Ça empêche ou rend très douloureuse tout acte sexuel, voilà. La pénétration sexuelle, médicale, etc. Avec tout ça, je peux vous dire, bref, j'ai stoppé mes recherches et je me suis dit, c'est bon, je vais vivre. Sans panique, sans pression, juste en conscience. Alors voilà, j'ai grandi avec la peur de devenir mère trop tôt. Et aujourd'hui, je vis avec l'envie de le devenir peut-être trop tard, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit trop tard. Je regarde autour de moi et je vois tout un éventail de femmes, de jeunes femmes, de mamans formidables. Celles qui ont des enfants, celles qui en rêvent, celles qui n'en veulent pas, celles qui essaient, celles qui pleurent, celles qui attendent, celles qui veulent juste être des tatas formidables. Et moi, je suis là, au milieu avec mes doutes, mes recherches, de 9 heures à midi, mes prières silencieuses. Oui, on en est là. Mon horloge biologique n'a pas de tic-tac, mais je crois qu'elle a une voix qui me parle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'écouter et d'en faire un épisode sans panique, sans pression, juste dévoiler ma conscience. Grosso modo, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté mon horloge biologique et moi. Si cet épisode t'a parlé, t'a touché, t'a plu, ou même un peu dérangé, alors c'est qu'il était nécessaire. Et que tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu as validé. Alors n'hésite pas à partager, à en parler autour de toi, à t'abonner sur mon Instagram, ou même à m'écrire, oui, via mon mail ou sur Insta. Je serais ravie de vous lire ou de vous écouter. J'espère ne pas vous avoir embrouillé avec ma conscience. C'était Inbox, votre émission où je vous raconte et vous partage mes mille et une vies. Et je vous dis à très vite. Bisous. À la prochaine.